la quête de sens. Ça, c'est un chemin que j'ai emprunté petite déjà. J'ai commencé à me questionner petite. Et deux questions ont guidé mon chemin. La première, c'est qui suis-je? Qui suis-je? Et la deuxième, c'est quel est ce monde dans lequel je suis née? Très petite, je me suis posé ces questions et elles sont restées les années passées. Je grandissais, elles sont restées, elles sont devenues des vrais sujets de recherche et des vrais sujets de passion aussi. J'ai trouvé moi-même les chemins, j'ai dû emprunter des chemins de traverse. J'ai été curieuse, je suis allée taper aux portes, j'ai ouvert des livres, je suis allée dans des librairies aussi. À l'époque où j'ai commencé à chercher, il n'y avait pas Internet. Maintenant, c'est beaucoup plus facile parce qu'on trouve tout sur Internet. Non, il n'y avait pas. Mais néanmoins, je dois rendre hommage certainement à mon papa qui n'est plus de ce monde. Mais mon père était passionné par la littérature ésotérique et tout ce qui tournait autour du cosmos et des extraterrestres. Donc à la maison, il y avait plein de livres qu'il était le seul à lire parce que ça n'intéressait pas les autres personnes de la famille, même pas ses frères et sœurs. Voilà, il y avait le secret des pyramides, beaucoup de livres sur l'Égypte. Il y avait des livres sur les extraterrestres, donc sur le cosmos, sur tout ce sur l'alchimie. Voilà, il était passionné, il n'en parlait pas, mais il était passionné et il se pourrait quand même qu'il m'ait transmis un peu de sa passion. Pour comprendre le monde qui m'entourait, j'ai pris des chemins de traverse intellectuelle. Je me suis assez tôt intéressée, assez tôt, c'est à partir de 18-20 ans, quand on commence à faire de la philosophie, enfin 16-17, et ensuite à s'ouvrir au monde. Je me suis intéressée à des penseurs qui étaient réunis dans ce qu'on appelait le groupe des 10. Le groupe des 10 n'existe plus. C'était un groupe d'intellectuels qui s'est réuni de 68 à 78, à peu près une dizaine d'années, et qui ont transversalisé la pensée. Il y avait de grands noms qui ont été pour moi des inspirateurs. Il y avait Henri Laborie, un biologiste qui parlait de la nature humaine et qui a fait école, pas assez parce qu'il avait tout dit énormément sur la nature humaine, sur le stress, sur les hiérarchies sociales. On lui a reproché peut-être le fait que de biologiste et de neurobiologiste qu'il était, il a voulu l'intégrer à une compréhension, une explication de nos organisations sociales. En tout cas, il est formidable, Henri Laborie, et il m'a beaucoup inspiré. Edgar Morin était dans ce groupe. Edgar Morin, c'est la pensée complexe. Joël de René, qui ensuite s'est intéressé à l'homme symbiotique et au cerveau multifacette, au fait que nous sommes un grand cerveau relié tout autour de la planète. René Passé, l'économique et le vivant. René Passé avait tout dit, alors c'est pas vrai, pas tout, mais énormément sur l'écologie avant l'heure. La thèse de René, dans les années 70 et 80, était de dire que notre modèle économique, notre modèle financier, qui était tourné vers la croissance illimitée de toujours plus, était de toute manière incompatible avec la logique du vivant, qui repose sur des régulations et des équilibres. Aujourd'hui, on l'entend dire plus souvent et plus clairement, René l'a dit très tôt. J'ai énormément de reconnaissance et de respect pour ce courant de pensée-là. Ils ont été les premiers activistes de la pensée complexe, de la pensée transverse, de la pensée systémique. Ils ont fait école, ils ont inspiré de nombreux courants de pensée et de nombreux praticiens par la suite et des acteurs concrets du monde alternatif, de l'économie alternative. Ça, c'est pour le chemin intellectuel. Alors après, j'ai continué à apprendre, à lire et moi-même à proposer des choses dans l'espace de la pensée. Et le chemin qui suis-je, ça a été un chemin de quête et de connaissance personnelle. J'avais un besoin d'être, un besoin de me raccommoder, un besoin de me réunifier. C'est ça qui m'a conduit d'abord sur ce chemin de la connaissance de soi. Par la psychanalyse, parce que après ce que j'appelle les petites cousines de la psychanalyse. Les petites cousines de la psychanalyse, ce sont des disciplines, des pratiques qui sont nées quelques années après la psychanalyse, la PNL, l'analyse transactionnelle, l'hypnose ericksonienne, enfin toutes ces, et qui depuis se sont démultipliées, on continue à faire école, se sont démultipliées. Les approches thérapeutiques comportementales également, la sophrologie. Donc j'ai testé, je me formais, et j'utilisais sur moi-même aussi tout ça. Et à 36 ans, j'ai été projetée dans un autre univers, qui est ce que j'appelle l'univers de la lumière, parce que j'ai fait une sortie hors du corps qui m'a amenée à me questionner autrement sur moi-même. On n'a jamais fini, je crois, de travailler sur l'aspect émotionnel, psychologique, mais j'avais déjà pas mal travaillé sur l'aspect émotionnel, psychologique, et là j'ai été projetée dans un autre espace, qui est l'espace
un espace plus lumineux, plus étonnant, auquel nous sommes moins habitués et que j'ai appelé l'espace de la lumière. Alors, quand je dis que j'ai commencé parce que j'allais pas bien à un certain âge, en fait, je crois que toute petite, et je sais que toute petite, je me questionnais sur ces espaces invisibles, sur ces espaces de l'invisible, sur ces espaces de lumière, avec des connexions, avec des êtres, des présences, des intuitions, des consciences. Ensuite, j'ai oublié, on dit que les enfants sont connectés de la naissance jusqu'à 7 ans, et à 7 ans, ils referment leur connexion médiumnique, leur connexion de canal. C'est peut-être ce qui m'est arrivé, en tout cas j'ai le souvenir de connexion quand j'étais petite. Il y a également, et il y a eu de plus en plus avec le temps, une autre source d'information qui est l'intuition, qui sont des perceptions sensibles. Et il y a maintenant de plus en plus, et je laisse faire, je l'accueille comme un cadeau, des perceptions qui vont être des perceptions médiumniques, des canalisations. Alors, j'ai du mal avec ces mots-là, je ne sais pas quel mot utiliser. Voilà, il y a des sources d'informations, il y a des connexions. J'ai appris avec le temps à voyager, et à me promener, et à composer, à faire avec, et à me réjouir d'ailleurs, d'aller, de visiter l'espace de la lumière. Donc je m'y suis habituée, et j'accueille comme un cadeau les informations que j'y trouve et que je reçois. Je crois que notre mission d'être humain, je pense que c'est la mienne, je pense que c'est notre mission à tous, elle est très simple, c'est de réapprendre à être et à retrouver le plaisir d'être au monde. Ma mission, je ne vais pas parler pour tout le monde, ma mission est une mission d'apaisement intérieur, ma mission est une mission de paix, et ma mission est une mission de joie, enfin de retrouver la joie intérieure. Le travail d'éveil, le travail mystique, le travail initiatique, je crois, et se résume à cette simple idée de la joie pacifiée, ou de la pacification joyeuse. Je crois profondément que ce travail de quête de verticalité n'est pas qu'un travail personnel. Je crois que quand nous sommes dans cette verticalité, et bien sûr on est tous en chemin, hein, des fois on la perd, des fois on la retrouve, l'idée est de la stabiliser, c'est ce qu'il y a de plus dur, de la stabiliser. Ce travail de verticalité est véritablement une mission collective, parce que quand on est dans cette verticalité, on reçoit, on devient récepteur de quelque chose qui est de l'ordre de la lumière, qui est de l'ordre de l'information, de l'énergie pure, et on le rayonne. Et le rayonnant, on contribue à apaiser quelque chose autour de nous. On est comme des passeurs, on est comme des transmetteurs. Donc je crois que ce travail de quête intérieure est aussi de l'ordre du collectif. Je crois que c'est d'ailleurs le plus grand engagement militant et politique qu'on puisse avoir aujourd'hui, que d'aller à la recherche de cette verticalité.